Nous entamons ce matin la deuxième et dernière journée du Gabon Economic Forum. Après les discussions fructueuses d'hier sur les stratégies de croissance et l'attractivité des investissements, notre programme d'aujourd'hui s'annonce tout aussi intense et capital. Ce matin, nous aurons le privilège d'assister à un troisième panel d'experts qui nous éclairera sur une thématique cruciale, la gestion de la dette publique. Ces échanges nous mèneront jusqu'à 10h30, 10h45 on va dire, puisqu'on a accusé un léger retard. Ensuite, de 10h45 à 14h45, vous serez invités à rejoindre vos ateliers thématiques respectifs. Enfin, nous nous retrouverons de nouveau ici, dans la salle plénière, pour la lecture du rapport final des travaux du Gabon Economic Forum et pour la cérémonie de clôture qui marquera la fin de nos travaux. Excellences, Mesdames, Messieurs, comme annoncé, le troisième panel de ce forum s'attaquera à une question fondamentale pour la stabilité financière et la prospérité à long terme du Gabon. Quelle politique de gestion de la dette publique, tant intérieure qu'extérieure, assureront sa soutenabilité? Nous explorerons les stratégies de régularisation et les approches de planification optimale de la dette. Des sujets qui déterminent directement notre marge de manœuvre pour le développement futur. Pour éclairer ce débat essentiel, ce panel sera modéré par une figure académique que vous connaissez déjà, le professeur Jean-Jacques Ecomier, recteur de l'université Omar Bongo et éminent professeur d'économie que j'invite à me rejoindre sur ce plateau. Nos distingués panélistes sont Monsieur Jean-Baptiste Bikalou, PDG du groupe Petro-Gabon, que j'invite également à me rejoindre. Monsieur Achille Mbeng Mezui, senior économiste à la Banque africaine de développement. Le professeur Bruno Bekolo-Ebé, éminent professeur d'économie, recteur honoraire de l'Université de Yaoundé 2 au Cameroun. Et enfin, monsieur Jean-Gaspard Ntoutoumai, directeur général de l'ADET, que j'invite également à me rejoindre. Bien, je crois que, professeur Ecomier, la parole est à vous pour lancer ce panel stratégique et crucial. Je vous remercie. Monsieur le vice-président du gouvernement, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, nous voudrions tout d'abord très respectueusement vous remercier pour l'honneur que vous nous faites de diriger ce panel qui porte sur une question centrale pour notre pays. Une question centrale en ce qu'il s'agit d'une préoccupation permanente de nos finances publiques. Une question centrale parce que, comme le disent souvent les économistes, la question de la dette est un problème intergénérationnel qui engage plusieurs générations.
y compris les Gabonais qui ne sont pas encore nés, puisqu'effectivement, ce fardeau, si nous le répartissions entre la population, vous voyez que chaque citoyen gabonais, chaque actif gabonais supporte le poids de la dette. Et pour ce panel important, j'ai l'honneur d'avoir des panélistes eux-mêmes de qualité exceptionnelle, tous dans leur profil et leur métier. Tout au fond, nous avons M. Cédric Mbeng, économiste à la BAD. Donc, il est bon que nous ayons le point de vue d'un bailleur multilatéral sur sa question et qui pourrait nous édifier sur l'évolution des marchés financiers, sur les nouveaux enjeux, notamment du marché obligataire. Tout de suite à ma gauche, nous avons celui que je considère à titre personnel comme l'un des meilleurs talents du monde des affaires gabonais et qui fait notre fierté, notre aîné, le président Bikalou, avec qui nous partageons souvent des réflexions sur l'économie gabonaise. Et je crois que les éléments que nous avons développés hier sur les IDN, je crois que nous les partageons aussi. Ce sont des réflexions que nous menons depuis dans d'autres cercles. Et puis, tout de suite à ma gauche, j'ai un grand maître de l'université, le professeur Bruno Bekolo Ebe, agrégé des facultés de sciences économiques, professeur titulaire, recteur honoraire des universités de Douala et de Yaoundé 2. Le professeur Bekolo a présidé plusieurs jurys du concours d'agrégation. Et il est notamment spécialiste de macroéconomie monétaire. Et je lui disais que, professeur, vous ne pouviez mieux tomber parce que sa thèse a eu un franc succès sur le plan scientifique et elle portait sur la dette. Et à la suite de sa thèse, il a rédigé son premier ouvrage intitulé « Le statut de l'endettement extérieur ». Je crois, monsieur le professeur, que je ne me trompe pas. Voilà. Et puis, nous avons Gaspard Ntoutumaï, qui est le monsieur dette de notre pays, un économiste praticien que tout le monde connaît et qui parle de la question de la dette avec une grande aisance technique. Et donc, je me propose de donner la parole à chaque panéliste parce que nous sommes sur une question pour laquelle des résultats sont attendus. Le ministre d'État nous l'a dit hier, ils attendent de nous des propositions opérationnelles à court, moyen et long terme. À la suite des interventions des panélistes, nous donnerons la parole aussi au public, parce que dans le public, il y a de grands spécialistes aussi, les anciens ministres de l'économie, le responsable de la commission des finances au Sénat et à l'Assemblée nationale, et puis tous les économistes gabonais qui sont praticiens au Trésor, à la direction du budget. Il est bon que nous fassions un tour d'horizon pour que nous ayons toutes les sensibilités, le point de vue de toutes les sensibilités sur cette question qui est vraiment préoccupante pour le pays. Je me propose, si vous êtes d'accord, de commencer par Cédric Mbeng, qui va donc intervenir du point de vue de la position des bailleurs sur la question de la dette. Merci, Cédric. Merci. Je pense qu'il y a une présentation qui est en ligne. Merci, monsieur le recteur. Cher professeur, mon intervention va porter sur la gestion active de la dette obligataire du point de vue des investisseurs et aussi des bailleurs. Mais ce matin, je ne parle pas en tant qu'expert de la BAD, mais en tant que citoyen gabonais ayant une expertise dans le domaine, puisque je n'ai pas été mandaté expressément pour cela. Alors, on va regarder les opportunités de mobiliser davantage de ressources. Si on peut avancer. Encore? Une fois encore. Voilà. Non, revenez. Alors, quelques faits stylisés. Entre 2023 et 2025, nous avons eu à faire un certain nombre d'opérations au niveau du Gabon. Le Blue Bond que vous connaissez, les objectifs d'appel public à l'épargne en 2024 via la BVMAC, les coûts des OTA et BTA qui montent, le service de la dette et un certain nombre d'opérations, notamment le rachat partiel du reliquat de l'eurobond et les émissions de nouveaux eurobonds durant cette période-là. Tout cela a animé un peu l'esprit de tout ce que nous avons fait entre 2023 et 2025. Je ne vais pas faire d'analyse
sur cela. Vous avez des rapports Moody's et d'autres sur ces questions, notamment sur l'opération Mouélé. Si on peut aller sur le prochain slide. Alors ici, c'est particulièrement intéressant, c'est le spread, donc le point de vue des investisseurs sur les eurobonds du Gabon, donc la prime de risque des différents pays africains. Si vous regardez aux dernières colonnes, vous regardez la partie Gabon, vous allez voir que nos spreads sont les plus élevés sur les eurobonds africains. Cela s'est déjà manifesté un peu l'année dernière, après le glissement que nous avons eu sur le paiement du service à dette vis-à-vis de la Banque mondiale, et ensuite, cette année, avec le rebond que nous avons émis. Donc, nous avons des spreads qui sont entre 800 et 900 points de base au-dessus du taux américain, qui est autour de 4%. Ça veut dire que si nous sortons aujourd'hui, nous sortons autour de 13-14%. Ça reste des taux extrêmement élevés. Et vous regardez, en termes de rating, il y a des pays qui ont le même rating que nous, qui sont un peu en dessous. Il y a des pays qui ont fait défaut, qui sont un peu en dessous. J'avais des discussions avec BlackRock, Amundi et quelques gros investisseurs il y a un mois. La perception des risques sur le Gabon reste quand même assez élevée. Donc nous devons travailler sur cela, discuter avec les investisseurs pour comprendre un peu toutes les réformes qui sont en train de se faire au niveau du Gabon. Prochain slide. Cela se traduit par un service à dette extérieure très élevé en rapport aux dépenses sociales. Vous voyez que nous dépensons un peu plus sur la dette extérieure que ce que nous investissons au niveau des services de santé et d'éducation. Donc ce qui n'est pas bon, puisque nous savons que le capital humain est critique pour le développement de notre pays. Et ça, c'est un rapport qui est sorti il y a quelques jours. Prochain slide. Ça, là, nous sommes sur le marché domestique. La courbe des taux qui donne l'état des rendements à différentes maturités explique très bien ce que nous sommes en train de faire au niveau du marché des titres publics. Si vous remarquez, fin mars, le Gabon est un peu au-dessus des autres. En général, au Cameroun, un peu moins parce que l'essentiel des investisseurs de la sous-région sont au Cameroun. Vous voyez la CNPS qui a à peu près 900 milliards de francs CFA de total actifs sous gestion. Nous n'avons pas ce type d'investisseurs au niveau du Gabon. Donc, il y a une petite tension qui est au niveau du Gabon. Ce modèle de Nelson Siegel, qui est le plus solide, mais il faut, si on regarde avec beaucoup de détails ce graphique, en fait, il est un peu plat, ce n'est pas une courbe ascendante. Une courbe ascendante signifie qu'on est dans un fonctionnement normal de l'économie parce que les économistes considèrent que vous prêtez à un jour est moins risqué que vous prêtez à un mois. Mais si on regarde de plus près, avec les données du marché secondaire, on va voir qu'on est sur des courbes qui sont plutôt plates. Et des courbes plates signifient que pour les investisseurs, il y a une certaine incertitude sur les profils Gabon, Cameroun, Guinée équatoriale. Donc, ça nous montre un peu, ces deux graphiques nous montrent la situation des investisseurs au niveau international et au niveau domestique. Domestique pour nous, c'est la région CEMAC. Donc là, nous avons une idée de ce que pensent les investisseurs par rapport à ce que nous faisons au niveau de la politique économique du pays. Prochain slide. L'agenda du Gabon. Alors, dans tout ça, nous voyons cette perception de risque et nous avons un agenda, c'est de trouver 8 600 milliards de francs CFA, c'est-à-dire 16 milliards de dollars. Prochain slide. Quels sont les ratios pertinents? Parce que nous avons un agenda très important. Ratio dette sur PIB, si on regarde Statista, il voit que nous avons dépassé 70%. Bon, je pense que Gaspard nous donnera des vraies données et nous dira peut-être que c'est un peu moins. Les projections à l'extérieur, c'est que c'est un peu plus. Les projections à l'extérieur disent que lorsqu'on va approcher 2030, on va approcher les 100% de dette sur PIB. Et donc, tout cela crée quand même quelques tensions. Bon, la réalité, c'est que dette sur PIB, ça ne veut pas dire grand-chose. Dette, c'est comparé... la dette, c'est un stock et le PIB, c'est un flux. Donc, c'est comparé des carottes et des mangues. Donc, ce n'est pas très, très important. Sauf que nous avons un engagement. Nous avons un engagement au niveau de la CEMAC, en termes de critères de convergence, où nous avons fixé 70%. Donc, en général, on se met d'abord en règle, ensuite on discute des critères que nous avons mis ensemble. Il ne faut pas qu'on dénonce les critères alors que nous sommes au-dessus. Ce qui est pertinent, c'est le service à la dette sur les recettes fiscales. Les marchés considèrent qu'il faut être en moins de 15%. J'ai regardé les données d'Afreximbank sur ça au niveau du Gabon. Apparemment, nous sommes autour de 20%. Ça veut dire que nous sommes sur un radar un peu compliqué au niveau de cet indicateur-là. Un autre indicateur qu'on regarde aussi, c'est service à la dette sur revenus totaux. Là, on regarde recettes fiscales plus revenus d'exportation. Et un autre qui est aussi important, c'est le service à la dette externe sur les exportations, tout simplement pour voir si ce que nous générons en termes de devises avec nos exportations couvre effectivement notre dette extérieure.
Donc voilà des indicateurs que nous devons tous regarder. Prochain slide. La question, c'est, lorsqu'on a regardé tout ça, on est sonné, on a pris plein de coups, et on se dit, bon, est-ce que nous allons réussir ce que nous sommes en train de vouloir faire? D'autres pourront penser que peut-être pas, d'autres diront, oui, je suis optimiste. Moi, je ne suis pas optimiste ou pessimiste, je suis réaliste. Je dis, nous pouvons. Pour y arriver, il y a des réformes à faire, et pour cela, je vais faire un petit tour d'horizon assez rapide sur ce que les autres ont fait pour y arriver en Afrique, parce que si je donne directement les recommandations, certains vont penser que je vais un peu trop loin. Si je vous dis, par exemple, la Côte d'Ivoire est passée au niveau de la CNPS de 27 milliards en 2012 à 1200 milliards en 2024, ça paraît impossible si on donne nos chiffres comme ça. Mais il faut voir qu'il y a des réformes qui sont faites ailleurs et que nous sommes capables d'arriver à ce niveau. Quels sont les capitaux qui sont disponibles en Afrique? Allons-y. On a à peu près 4 000 milliards de dollars disponibles. On a à peu près 1 600 sur les secteurs hors bancaires, mais ce n'est pas grand-chose. Parce que si vous avez un secteur bancaire qui a à peu près 2 500 milliards, c'est à peu près le total bilan d'une banque en Europe, donc ce n'est pas grand-chose. Mais quand j'ai commencé à travailler sur ces questions, on avait moins de 1 000 milliards sur le continent et on cherchait beaucoup de revenus. Allons-y sur le prochain. Ici, la concentration de richesses, c'est très important. Regardez les pays. Où est-ce qu'il y a la richesse sur le continent? Les mêmes pays, l'Afrique du Sud, l'Afrique du Nord, le Nigeria, un peu le Kenya, c'est là-bas où se trouvent les milliardaires, les multimilliardaires, etc. Mon souhait pour la FEG, c'est que dans quelques années, il y ait plus de milliardaires parmi vous en dollars. Et ici, vous voyez les plus grandes entreprises du continent. 44% se retrouvent en Afrique australe. En Afrique centrale, c'est 1%. Mon souhait pour vous, la FEG, c'est d'avoir davantage de grandes entreprises pour être plus compétitifs pour le continent. Donc nous avons besoin de personnes riches, nous avons besoin d'entreprises riches pour faire du business et faire avancer notre agenda. Allons-y. Vous voyez ici, ça sort un peu de quelques-unes de mes publications, c'est marché obligataire souverain. Vous allez voir que c'est à peu près les mêmes pays que tout à l'heure sur les riches. Et regardez les maturités maximales. Nous sommes à 28 ans, Afrique du Sud, Maroc, 30 ans. Tous ces pays-là peuvent émettre à des maturités très élevées parce qu'ils ont les investisseurs qui peuvent se le permettre, avec des capitaux patients, de lever des fonds sur des maturités longues. Nous ne l'avons pas, nous émettons à des niveaux des taux élevés sur les maturités courtes. Donc, il y a des réformes à faire à ce niveau. Prochain slide. Ici, c'est les capitalisations boursières des bourses africaines. Je passe au contrôle du ministre d'État qui a joué un rôle important sur le développement de la bourse au niveau de la sous-région. Vous voyez, au niveau BVMAC, je n'ai pas pu mettre le chiffre parce qu'on est en dessous des radars. Et les autres à côté, Afrique de l'Ouest, ils sont à 13 milliards de dollars. Regardez les pays comme l'île Maurice qui ont à peu près la même taille que nous, ils sont à 8 milliards. Regardez le Botswana et les autres, même les Seychelles, un peu plus que nous. Regardez le nombre de capitalisations et regardez les entreprises qui sont cotées. Très souvent, ce sont les titres de la finance qui sont très liquides et les télécoms. Donc, il y a un travail à faire. On a plus de 400 milliards de dollars de capitalisation boursière sur le continent. Donc, il y a des réformes et des opportunités. Allons-y, prochain slide. Ici, ce sont les fonds de pension principaux, les caisses de retraite. Vous voyez qu'on a 300-400 milliards dans des pays. On prend la Namibie, c'est 12 milliards de dollars. Ça veut dire Namibie, même population que le Gabon. Si vous prenez ces caisses de retraite, le total dépasse CEMAC plus UEMOA. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les réformes. C'est à peu près le PIB de la Guinée équatoriale. Dans tous ces pays où j'ai été, j'ai travaillé sur au moins 51 pays et fait des réformes dans tous ces pays-là en travaillant avec la Banque africaine. Regardez l'île Maurice, qui a moins de population que nous, regardez ce qu'ils ont en caisse de retraite. Donc ça, ce sont les capitaux lents, patients, qui peuvent investir sur des grands projets que nous n'avons pas. Donc ce que je vois, c'est une opportunité. En Afrique centrale, c'est le Cameroun, CNPS, 900-800 milliards de francs CFA. En Afrique de l'Ouest, c'est la Côte d'Ivoire, 1200 milliards de francs CFA. Le Bénin, qui est en train de monter, 800 milliards de francs CFA. Quand un pays croît, normalement, on voit ces ressources au niveau des caisses de retraite. Nous sommes à une croissance autour de 2-3% depuis un moment, avec un taux de croissance démographique autour de 3%. En gros, on stagne ou on décroît. Nous ne sommes pas dans une période de croissance. Prochain slide. Des facteurs pertinents, je ne vais pas m'attarder dessus. Tous ces mouvements browniens sont provoqués par ce qui se passe dans le monde. Bon, je sais qu'il y a Pamphile qui est là, qui est matheux, comme moi, donc on pourra discuter de ça après. On peut aller sur le prochain slide. Alors ça, c'est peut-être le slide le plus important aujourd'hui. Ça, c'est au dividende démographique. Et regardez l'Afrique, c'est là où il y a la jeunesse du monde. C'est la seule région qui a une croissance potentielle positive. Le reste du monde est en train de vieillir. On ferme 500 établissements scolaires au Japon chaque année.
et on doit en construire en Afrique. C'est ici où est la jeunesse du monde, c'est là où il y a plus de potentiel de croissance, de travail, d'innovation, de consommation. Et si vous regardez les taux de croissance en Europe, on est autour de 0, 1%, 2%. Ce n'est pas pour toutes les questions qui sont en train d'évoquer, c'est essentiellement la démographie, puisque la croissance dans ces pays est essentiellement tirée par la consommation, et lorsqu'on a une population qui vieillit, on consomme moins. Donc ici, avec les économistes, on pourra discuter du cycle de Kondratiev, qui sont des longs cycles économiques. On va dire que l'Europe est dans un hiver de Kondratiev et que nous sommes dans un printemps de Kondratiev. Je vais m'arrêter là, mais c'est pour dire que les taux de croissance à 2 chiffres dont parle le ministre des Finances, c'est possible. C'est possible sur 30 ans même d'arriver à faire cela, comme l'Europe a connu 30 glorieuses, mais pour cela, nous devons faire les réformes nécessaires. Économie informelle, regardez le Gabon, nous comptons parmi les pays où une bonne partie du business se passe dans le secteur informel. Donc le débat sur le rebasing est très important et cela contribuera à peu près à revoir à la hausse notre PIB. Dans la moyenne africaine, nous sommes à peu près 20% de sous-estimation de notre niveau de PIB, donc cela peut être très intéressant pour nous. La suite. Alors, je passe aux recommandations, 6 familles essentiellement de recommandations. Vous avez la question de la priorisation, séquençage et projets. J'ai vu les 8600 milliards. Mon travail au niveau d'ABAD, effectivement, c'est de screener les projets, les analyser. Lorsque je regarde les projets que j'ai vus dans le PNDT, on va dire que pour l'instant, on n'en a pas beaucoup. Donc, il y a un travail à faire pour les maturer. Donc, prioriser les projets, séquençage, qu'est-ce qui vient avant ? Pour qu'on voit quels sont les projets qui ont un effet d'entraînement sur les autres, qui ont des externalités positives. Gestion de projet, regardons nos portefeuilles avec tous les bailleurs, ces portefeuilles sont dans le rouge, on a un problème de capacité dans la gestion de projet. Stock de capital, il y a combien d'argent dans le Gabon? Ça, c'est une question capitale. On a combien d'argent et on a quelle expertise en termes techniques pour gérer les projets? Quelles sont les infrastructures? Tout ça, ce sont des éléments que nous devons regarder en nous lançant dans un programme ambitieux. Sincérité des comptes publics, le ministre d'État en a parlé sur le respect de la loi des finances. La réalité, c'est que ça fait très longtemps que personne ne croit plus au budget qui est présenté, même si, pour des raisons diplomatiques, nous discutons, mais il faut que nous soyons plus sincères dans les comptes publics. Okay? Donc, il faut effectivement continuer cette réforme. Quelles sont nos capacités d'endettement? Nous avons regardé les indicateurs et cela est important de regarder comment nous allons travailler sur ces éléments. Modalité de financement, ça me permet de passer au prochain point. Prochain slide, s'il vous plaît. Voilà. Je vous présente ici Project Finance Angel. J'ai fait un exposé sur cela il y a quelques années avec l'ANPI. C'est comment on va mobiliser les financements, quel mode, quelles sont les techniques que nous pourrons utiliser. Vous savez, pendant très longtemps, c'est essentiellement le gouvernement qui emprunte, alors qu'on peut faire des montages financiers où le risque sur le gouvernement est réduit. C'est un ange que nous voyons, mais vous savez que si on coupe la tête de l'ange, je pense qu'il ne va pas pouvoir suivre la direction du Seigneur. Après, bon, je ne suis pas dans ce milieu, mais je veux dire qu'il est important de voir quels sont les bons arrangements qu'il faut faire entre le gouvernement, les sponsors privés qui viennent et au niveau de la société de projet. La société de projet, c'est le cœur même du dispositif. Les compétences. Il faut avoir des gens très compétents pour gérer des projets. Et cela nous fait défaut. Et ici, je suis très content d'avoir la FEG autour de cet atelier. Tous les acteurs autour de la société de projet, du sponsor, c'est la FEG, c'est les grandes entreprises, les PME aussi, qui vont travailler dans cet écosystème et qui doivent être très compétents. Le retour qui nous revient, c'est qu'on a quelques challenges au niveau de la chaîne de valeur. Et les prêteurs interviennent sur toute la chaîne. La suite, le marché obligataire, on peut atteindre 20 000 milliards de francs CFA. Ce n'est pas grand-chose. Vu d'ici, lorsque je commence à travailler sur le marché obligataire d'Afrique centrale, nous sommes à 1 000 milliards, total en cours, 2018. Nous disons au gouverneur, monsieur le gouverneur, on peut faire 5 000 milliards d'ici 2025. Dans la salle, tout le monde m'a trouvé un peu illuminé. Mais nous sommes à 8 000 milliards. Mais cet argent vient d'où? Il a toujours été là. Et quand on analyse ce marché, nous sommes à un potentiel qui peut dépasser 20 000 milliards. Donc c'est possible, mais il faut que nous approfondissions le travail au niveau des banques, des assurances, des caisses de pension. Il faut faire des réformes. La CDC, les entreprises publiques, la FEG est là. Une question pour la FEG, combien vous mettez dans les titres publics, dans la dette obligataire au niveau de la sous-région? C'est aussi important de savoir, comparé à ce que vous mettez au niveau des dépôts à terme. La suite. Alors, recrédibiliser l'actif sans risque, je pense que c'est l'agenda du ministre d'État, de beaucoup insister sur la crédibilité de la signature du gouvernement. Je pense que tous ces points, nous connaissons. Je vais juste parler de mieux coordonner la mobilisation des BTA, OTA chaque année. Il y a un glissement qui se fait.
et on se retrouve avec des instances sur la période suivante. Il faut bien caler cette mobilisation de ressources avec les besoins annuels. Je vais juste m'arrêter là, je pense que tous les autres points sont très bien connus. Dernier point, j'aimerais toucher, et ça on pourra discuter avec Jean-Gaspard après, les facteurs qui peuvent rendre nos titres plus liquides, le rendre accessible, liquide. Il y a un certain nombre de réformes à faire sur nos titres et qui pourront aider à attirer plus d'investisseurs. Prochain slide. Ici, ce sont des réformes très importantes, mais qui sont des réformes régionales. La BEAC. La BEAC, aujourd'hui, a eu, l'année dernière, plus de 300 milliards de résultats. J'ai lu qu'il y a 100 milliards qui ont été distribués au gouvernement, aux différents gouvernements pour dividendes. J'ai crié, j'ai quelques amis qui sont dans la FEG, ils n'étaient pas contents parce que je n'étais pas content. Ce qui est possible, c'est d'avoir 100 milliards et les remettre à M. Meignier, qui est juste là, à la BDAC, qui va faire plus de crédit. Si on prend 100 milliards, on met à la BDAC, au lieu que la BDAC continue à emprunter à des taux élevés, on a la dette commerciale levée par la BDAC, 100 milliards de ressources gratuites, on a un blending, ça nous permet d'avoir des ressources un peu plus longues, moins chères et qui investissent plus sur l'économie. Avec 100, la BDAC, avec des techniques d'optimisation de bilan, peut faire 500 milliards. Et là, c'est bon pour le secteur privé. On a d'autres institutions qu'on peut créer, une caisse de refinancement hypothécaire. Nous avions travaillé pour la mettre une en place au Gabon. C'est 7 banques seulement, c'est peut-être assez étroit. Au niveau de la sous-région, la BEAC peut mettre 25-50 milliards pour créer une caisse de refinancement hypothécaire pour booster le logement dans la sous-région. On a besoin d'une banque pour les industries. La BDAC ne peut pas tout faire. Il faut une banque d'industrie. Il faut un fonds souverain régional. La BDAC a fait 300 milliards. C'est vrai qu'il y a une partie qui allait pour payer les bonus, mais on peut prendre aussi un peu pour monter un fonds souverain régional, mettre chaque année un peu d'argent. J'ai rien contre mes amis de la BEAC qui ont eu un peu d'argent cette année. Et un fonds d'or, régional d'or, pour booster un peu nos réserves et aussi servir de nantissement à certaines levées de fonds. Donc voilà un peu des éléments. Sur la partie clin d'œil à théorie des jeux, bon, j'ai fait un peu de maths comme Pamphile. La question c'est, on veut élaborer un calendrier régional que nous respectons. Nous voulons encadrer les décotes qui ont lieu. Les investisseurs ici comprennent de quoi je parle. Ce ne sont pas des décisions que le Gabon peut prendre seul. Il faut les prendre avec les autres. Et donc, je suis plus pour des équilibres de Nash, pour des purs matheux, je dirais Cournot-Nash, que des équilibres instables. Donc, il faut vraiment avoir une approche coordonnée avec les autres pays. Bon, voilà, prochain slide. Je vous donne quelques références. Mon dernier livre, c'est 2024 sur les géoéconomies des minerais, et il y a tout un chapitre sur cette partie-là. Donc, je vous remercie.